le milliardaire qui trouva une femme et des enfants cachés dans son ancienne maison, et ce qu'il fit. Alexandre Dubois inspira profondément en voyant le portail rouillé de la propriété qu'il n'avait pas visité depuis plus de 15 ans. À 42 ans, l'homme d'affaires était devenu l'un des hommes les plus riches de la région de Lyon. Mais cette maison simple, dans l'intérieur du département de Loir-et-Cher, représentait tout ce qu'il voulait oublier de son enfance modeste. Il devait maintenant vendre le terrain pour un grand projet immobilier qui promettait de multiplier son patrimoine. La femme qui apparut à la porte était visiblement effrayée et tenta de cacher un enfant derrière elle. Alexandre remarqua le tissu délavé de sa robe rose et la manière protectrice dont elle tenait un petit garçon dans ses bras, tandis qu'une petite fille s'accrochait à sa jupe sale. Elle ne put masquer la panique dans ses yeux noisettes lorsqu'elle réalisa qu'ils avaient été découverts. « S'il vous plaît, monsieur, je peux vous expliquer », dit la femme d'une voix tremblante. « Comment êtes-vous entré ici ?» demanda Alexandre, s'efforçant de rester calme tout en observant l'état de la maison qui aurait dû être vide. La femme baissa la tête, serrant plus fort l'enfant dans ses bras. « Je m'appelle Sophie Lefebvre. La maison semblait abandonnée depuis des années. Nous n'avions nulle part où aller. » Alexandre regarda au-delà d'elle et remarqua que le salon, autrefois couvert de poussière et de toiles d'araignée, montrait désormais des signes de vie. Il y avait du linge étendu sur une corde improvisée, quelques ustensiles de cuisine organisés sur une vieille table et des matelas disposés sur le sol. Une odeur de cuisine simple émanait de la cuisine. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda-t-il, traitant encore la situation. « 3 mois, répondit Sophie, sa voix n'étant qu'un murmure. Le garçon dans ses bras ne devait pas avoir plus de 3 ans, avec des cheveux bruns et de grands yeux qui observaient Alexandre avec curiosité. La fillette, d'environ 6 ans, restait cachée derrière sa mère, l'épiant avec méfiance. « Écoutez, je comprends que vous étiez dans le besoin, mais cette propriété va être vendue, dit Alexandre, essayant de paraître ferme, mais pas cruel. Vous ne pouvez pas rester ici. Bassa. Igendi diasan, andiasan, andiasan, bassa, andiasan, bassa, andiasan, andiasan. Sophie ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait son courage. Vous êtes le propriétaire, n'est-ce pas? J'ai toujours su que quelqu'un viendrait un jour. Seulement, je ne pensais pas que ce serait si tôt. Comment avez-vous toujours su? Les voisins disaient que la maison appartenait à une famille du Loir-et-Cher, que le fils s'était enrichi et n'était jamais revenu. Alexandre sentit un serrement dans sa poitrine. Il était vrai qu'il avait fui cet endroit dès qu'il l'avait pu. Les souvenirs de son enfance pauvre, de sa mère luttant seule pour l'élever après que son père les ait abandonnés, d'avoir eu faim et froid dans cette même maison, étaient des choses qu'il préférait enterrer dans le passé. « Eh bien, je suis de retour maintenant, » dit-il, plus sèchement qu'il ne l'aurait souhaité. Sophie fit un pas en avant, tenant toujours l'enfant. « Monsieur, je sais que nous n'avons aucun droit, mais est-ce que vous pourriez nous donner une semaine, juste une semaine, pour que je trouve un autre endroit, une semaine ?» Alexandre hésita. Il était pressé de conclure l'affaire, mais quelque chose dans la détermination désespérée de cette femme l'arrêta. « S'il vous plaît, je vous promets que nous partirons sans causer de problème. C'est juste que… » Sa voix se brisa. « C'est juste que je n'ai nulle part où les emmener maintenant. » Alexandre regarda les 2 enfants. Le garçon s'était détendu dans les bras de Sophie et l'observait maintenant avec intérêt, tandis que la fillette restait timide. Ils semblaient bien soignés malgré leurs vêtements simples et rapiécés. « Ce sont vos enfants ?»« Ce sont mes frères et sœurs, » répondit Sophie avec un mélange de fierté et de tristesse dans la voix. « Je m'occupe d'eux depuis que nous sommes seuls. » Alexandre sentit quelque chose se remuer dans son estomac. Il y avait quelque chose dans cette situation qui ravivait des souvenirs qu'il essayait de garder enfouis. « D'accord, » dit-il finalement. « Une semaine, mais après vous devrez partir. » Le soulagement sur le visage de Sophie fut instantané et émouvant. « Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous ne le regretterez pas. Alexandre. Mon nom est Alexandre Dubois. Merci, monsieur Alexandre. » Il jeta un dernier regard à la maison et aux 3 silhouettes à la porte avant de tourner les talons pour partir. En marchant vers sa voiture, il ne pouvait pas sauter de la tête l'image de Sophie, tenant ses enfants comme s'ils étaient la chose la plus précieuse au monde. Sur le chemin du retour vers Lyon, Alexandre appela son avocat. « Maître Leclerc, j'ai besoin de reporter la vente de la propriété de Chanteloup d'1 semaine. »« Un problème, Alexandre. L'acheteur est impatient de conclure l'affaire. Juste quelques affaires que je dois régler d'abord. 1 semaine ne fera pas de différence. » Mais même en disant cela, Alexandre savait qu'il se mentait à lui-même.
Quelque chose avait changé cet après-midi, et il ne pouvait pas définir exactement quoi. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. 2 jours plus tard, Alexandre se retrouva à rouler vers Chanteloup sans raison spécifique. Il se dit qu'il devait vérifier si la famille respectait l'accord, mais au fond, il savait qu'il y avait autre chose. La maison exerçait une étrange attraction sur lui, comme un aimant le ramenant vers le passé qu'il tentait tant d'éviter. Quand il arriva, il trouva Sophie étendant du linge sur l'étendage improvisé dans la cour. Elle portait la même robe rose, mais il remarqua maintenant qu'elle était propre et bien repassée. Les enfants jouaient près d'elle avec des jouets faits de déchets, des petites voitures en boîte de conserve et une poupée de chiffon qui semblait avoir été cousue à la main. « Monsieur Alexandre » s'exclama Sophie, clairement surprise. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?»« Non, je suis juste venu voir comment les choses avançaient. » En réalité, il voulait comprendre comment cette femme avait transformé la vieille maison en un foyer. Même avec peu de ressources, tout était organisé et propre. Il y avait des fleurs sauvages dans de vieilles boîtes de conserve servant de pot, et les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer la lumière du soleil. « Voulez-vous entrer ? Je viens de faire du café », proposa Sophie. Alexandre hésita mais finit par accepter. À l'intérieur, la maison était méconnaissable. Sophie avait réarrangé les vieux meubles qui étaient dans la remise, mis des rideaux faits de chutes de tissu aux fenêtres, et même créé un petit coin d'études pour Léa, avec des livres empilés sur une table en bois. « Où avez-vous trouvé ces livres ?» demanda Alexandre, reconnaissant certains titres. « Ils étaient dans un coffre dans le grenier », répondit Sophie en servant le café dans une tasse ébréchée. « Ils doivent d'être de l'époque où quelqu'un vivait ici. Léa adore lire. J'ai pensé que cela ne ferait pas de mal. » Alexandre prit un des livres. C'était un exemplaire du Petit Prince qu'on lui avait offert pour son 8e anniversaire. Sa mère avait économisé pendant des mois pour l'acheter. Sur la première page se trouvait encore son écriture d'enfant. Alexandre Dubois, 2e année. « Ce livre est à moi », murmura-t-il plus pour lui-même. « Pardon ?» Sophie parut inquiète. « Je ne savais pas. Léa, viens ici. » La fillette apparut timidement, toujours méfiante envers Alexandre. « Léa, ces livres étaient à monsieur Alexandre quand il était enfant. Tu dois les lui rendre. »« Non, » dit rapidement Alexandre. « Ce n'est pas nécessaire. Elle peut les garder. » Les yeux de Léa s'illuminèrent. « Vraiment, monsieur ? » ?»« Bien sûr. Et appelle-moi juste Alexandre. » Sophie sourit pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré. « Léa apprend à lire toute seule. Je lui enseigne ce que je peux. »« Mais vous n'êtes pas allé à l'école ?»« Jusqu'à la 4e année. Après la mort de mes parents, j'ai dû travailler pour m'occuper des petits. » Alexandre observa Sophie pendant qu'elle parlait. Il y avait une dignité dans sa posture qui contrastait avec la simplicité de ses vêtements. Elle ne demandait pas la pitié, elle expliquait juste les faits. « Et qu'est-ce que vous faites comme travail maintenant ?»« Je couds. La nuit, quand ils dorment, je couds des vêtements pour une boutique en ville. Ce n'est pas beaucoup, mais cela suffit pour l'essentiel. » Alexandre remarqua la vieille machine à coudre dans le coin du salon, entourée de tissus et de fils organisés dans des boîtes à chaussures. « C'est beaucoup de travail pour une seule personne, » commenta-t-il. « On se débrouille, » répondit simplement Sophie. « On s'est toujours débrouillé. » Le petit garçon que Sophie avait présenté comme Gaspard s'approcha d'Alexandre avec curiosité. Sans peur, il tendit une voiture en boîte de conserve à l'homme. « Tu joues avec moi ?» Alexandre regarda le jouet rudimentaire, puis les yeux confiants de l'enfant. Cela faisait des années qu'aucun enfant ne s'était approché de lui avec une telle naturelle. Dans sa vie de dirigeant, il ne côtoyait presque pas de famille. « Je ne sais pas très bien jouer », admit-il. « C'est facile », dit Gaspard, en s'asseyant par terre et en faisant rouler la voiture. « Vroom ! Vroom !» Presque sans s'en rendre compte, Alexandre se retrouva assis sur le plancher en bois du salon, poussant des voitures en boîte de conserve, avec un enfant de 3 ans. Sophie les observait depuis la cuisine avec un sourire discret. « Quel âge avez-vous » demanda Alexandre à Léa, qui s'était rapprochée timidement. « J'ai 7 ans. » Gaspard a 3 ans et Sophie a 27 ans, mais elle paraît plus vieille parce qu'elle est fatiguée, répondit la fillette avec l'honnêteté typique des enfants. Sophie rougit un peu. « Léa !»« Mais c'est vrai !» insista la fillette. « Tu restes réveillée toute la nuit à coudre. » Alexandre regarda Sophie avec plus d'attention. Maintenant que Léa l'avait mentionné, il remarqua les cernes discrets, les mains desséchées par le travail, la façon dont elle bougeait comme si elle portait un poids invisible sur ses épaules. « Est-ce que vous mangez bien ?» demanda-t-il sans réfléchir. « Bien sûr », répondit Sophie, un peu sur la défensive. «
Je m'occupe bien d'eux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur Alexandre, dit-elle, plus fermement. Nous avions seulement besoin d'un toit temporaire. La réponse le surprit. En fait, elle le surprit positivement. Dans son monde des affaires, il était habitué à des gens qui voulaient toujours quelque chose de lui. Sophie était différente. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. »« Vous ne m'avez pas offensé. » Elle adoucit son ton. « C'est juste que j'ai appris qu'il faut garder sa dignité, n'est-ce pas? Indépendamment de la situation. » Gaspard tira sur l'ourlet du pantalon d'Alexandre. « Tonton Alexandre, tu reviens demain ?» La question prit Alexandre par surprise. Personne ne l'appelait tonton, depuis des années. « Je ne sais pas. Peut être. Je veux que tu reviennes, » dit Gaspard avec la sincérité désarmante des enfants. Alexandre sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quand il quitta la maison cet après-midi-là, il emporta avec lui l'image de Sophie lui faisant ses adieux à la porte avec les 2 enfants à ses côtés, et pour la première fois depuis des années, il se trouva impatient d'être au lendemain. Le lendemain matin, Alexandre annula 2 réunions et retourna à Chanteloupe. Cette fois, il apporta quelques jouets qu'il avait achetés dans une boutique en chemin. Rien de très cher, juste quelques livres de coloriage et des crayons pour Léa et un camion jouet pour Gaspard. Lorsque Sophie ouvrit la porte et vit les cadeaux, son expression se ferma. « Monsieur Alexandre, je vous ai déjà dit que ce n'est pas de la charité. » Il l'interrompit. « C'est un remerciement pour avoir si bien pris soin de la maison. » C'était un mensonge, mais un mensonge aimable, qui permit à Sophie d'accepter sans blesser sa fierté. « Les enfants vont être très heureux, » dit-elle finalement en souriant. Et il l'était vraiment. Léa serra les livres contre elle comme s'ils étaient des trésors. Et Gaspard commença immédiatement à jouer avec le camion en faisant des bruits de moteur qui résonnaient dans la maison. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit Sophie à voix basse tandis qu'il regardait les enfants jouer. « J'ai voulu le faire, » répondit Alexandre, et il se rendit compte qu'il était sincère. Ils restèrent assis sur la véranda de la maison, regardant Léa apprendre à Gaspard à dessiner avec les nouveaux crayons. Le soleil de l'après-midi créait une lumière dorée qui rendait tout plus beau et serein. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Alexandre après un moment de silence. « Bien sûr. Pourquoi ici? Pourquoi avez-vous choisi cette maison ?» Sophie resta un moment silencieuse, comme si elle décidait de ce qu'elle allait raconter. « Il y a une dame dans le village qui m'a parlé de cette maison. Elle a dit qu'elle était vide depuis des années, mais qu'avant, c'était un endroit où de bonnes choses se passaient, que la propriétaire aidait ceux qui en avaient besoin. » Alexandre sentit un serrement dans sa poitrine. Sa mère faisait vraiment cela, même avec peu. Elle partageait toujours avec ceux qui avaient moins. La dame a dit que ce serait peu, être un endroit sûr pour quelqu'un en difficulté, continua Sophie. Et moi, j'avais vraiment besoin de sécurité. De sécurité contre quoi? Sophie hésita, regardant les enfants jouer. Contre ma famille. Il voulait m'obliger à épouser un homme que je ne connais pas pour éponger des dettes. Quand j'ai refusé et dit que j'emmènerais les enfants avec moi, ils ont dit qu'il valait mieux que je disparaisse pour de bon. La froideur dans sa voix en racontant cela frappa Alexandre. « Alors vous avez fui ?»« J'ai fui, avec eux. C'est la seule famille que j'ai maintenant. Et la personne qui devait vous épouser, il vous cherche ? Je ne sais pas. J'espère que non. J'espère qu'il a trouvé quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes. » Alexandre observa Sophie regarder les enfants. Il y avait quelque chose de féroce et de protecteur dans son regard, comme une mère défendant ses petits. « Vous ne regrettez pas d'avoir tout abandonné ?»« Regretter quoi ?» l'interrogea-t-elle. « De protéger 2 enfants innocents? De refuser d'être vendus comme du bétail ?»« Jamais. » La conviction dans sa voix impressionna Alexandre. Il connaissait des dirigeants d'entreprise qui n'avaient pas la moitié de la détermination qu'il voyait chez cette jeune femme. « Et si je vous trouvais un meilleur travail, quelque chose en ville ?» Sophie le regarda avec méfiance. « Pourquoi? Vous ne me connaissez même pas. Parce que... » Alexandre s'arrêta, essayant de trouver les mots justes. « Parce que... je crois que ma mère ferait la même chose. » Cette réponse sembla satisfaire Sophie. « Votre mère qui vivait ici. »« Oui, elle est morte il y a 5 ans. C'était une très bonne personne. Et pourquoi n'êtes-vous jamais revenu ici ?» La question était directe, sans détour. Alexandre apprécia l'honnêteté. « Parce que cet endroit me rappelait des choses que je voulais oublier. La pauvreté, les difficultés, le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur sa propre vie. Et maintenant ?» Alexandre regarda autour de lui. La maison semblait différente, avec de la vie à l'intérieur. Les enfants riaient. Sophie fredonnait en pliant du linge. L'odeur de nourriture maison venait de la cuisine. « Maintenant, je ne sais pas. C'est différent. » Cette nuit-là,
Alexandre quitta la maison avec plus de questions que de réponses. Le lendemain, au lieu d'aller au bureau, il retourna à Chanteloup. Et le jour d'après aussi, sans s'en rendre compte, il avait créé une routine. La semaine qu'il avait donnée à Sophie touchait à sa fin, mais Alexandre ne pouvait pas s'imaginer expulser cette famille. Chaque jour qui passait, il s'impliquait davantage dans leurs histoires, leurs luttes quotidiennes, la façon dont ils prenaient soin les uns des autres. C'est le 5e jour qu'il reçut l'appel qui allait tout changer. « Monsieur Dubois », c'était la voix de Sophie, appelant depuis la cabine téléphonique du village. « J'ai besoin de vous parler, c'est urgent. » Alexandre sentit son estomac se nouer. Que s'est-il passé? Il m'a trouvé. L'homme que ma famille veut que j'épouse est ici au village. Il demande après nous. Alexandre n'hésita pas. Restez à l'intérieur de la maison. Fermez tout. J'arrive. Pour la première fois depuis qu'il connaissait Sophie, Alexandre conduisit au-dessus de la limite de vitesse. Quand il arriva à la maison, il trouva les 3 silhouettes regroupées dans le salon, clairement effrayées. Sophie portait Gaspard sur ses genoux, tandis que Léa s'accrochait à sa jupe. « Il est passé ici », dit Sophie dès qu'Alexandre entra. « Il a frappé à la porte, il a crié mon nom. Il a dit que j'allais revenir que je le veuille ou non. Comment a-t-il su que vous étiez ici? Un voisin a dû en parler. Petit village, n'est-ce pas? Les nouvelles circulent vite. » Alexandre sentit une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. L'idée que quelqu'un menace cette famille éveilla des instincts primaires qu'il ignorait posséder. Est-il toujours en ville? Je crois que oui. Il a dit qu'il reviendrait avec mes frères, qu'il l'avait envoyé nous chercher. Vos frères? Oui, mes frères de sang, les aînés. Ils soutiennent le mariage parce qu'ils vont recevoir de l'argent. Alexandre serra les poings. Comment une famille pouvait-elle vendre sa propre sœur? Bon, il ne peut vous obliger à rien. Vous êtes majeur. Vous avez le droit de choisir. Vous ne comprenez pas, dit Sophie, les larmes aux yeux. Dans ma ville, dans mon milieu, quand la famille décide quelque chose, il n'y a pas grand-chose à faire, surtout en étant une femme. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas. Si nous partons d'ici, nous n'avons nulle part où aller. Si nous restons, il va continuer d'insister. Et j'ai peur de ce qu'il pourrait faire aux enfants. Alexandre regarda Gaspard et Léa, qui ne comprenaient pas entièrement ce qui se passait, mais captaient la peur ambiante. « Vous allez rester », dit-il en prenant une décision. « Je vais régler ça. »« Comment ? Laissez-moi faire. » Sophie le regarda dans les yeux et dut y voir quelque chose qui la tranquillisa, car elle hocha la tête. « Merci. » Dram Bezegaseng, Andoram. Visasas. Alexandre passa la nuit dans la maison, dormant sur le canapé pour s'assurer que la famille était en sécurité. Le matin, il eut une conversation sérieuse avec son avocat. « Maître Leclerc, j'ai besoin que vous m'expliquiez les droits d'une femme en situation de mariage forcé. » Mariage forcé, Alexandre, c'est un délit. La Constitution garantit. Je sais que c'est un délit. Mais expliquez-moi comment protéger une personne qui est sous pression de sa propre famille. Exemple histoire. Après la conversation avec l'avocat, Alexandre se rendit dans la ville de Chanteloup pour chercher l'homme qui menaçait Sophie. Il ne fut pas difficile de le trouver. Dans une petite ville, les étrangers attirent l'attention. Bernard Moreau était un homme d'une 50aine d'années, petit et robuste, avec l'air de quelqu'un habitué à obtenir les choses par l'intimidation. Alexandre le trouva dans le bar principal de la ville, parlant fort de ses droits sur Sophie. « Vous êtes Bernard Moreau ?» demanda Alexandre en s'approchant de la table. « Qui veut savoir ? Mon nom est Alexandre Dubois. J'ai besoin de vous parler de Sophie Lefebvre. » Les yeux de Bernard s'illuminèrent d'intérêt. « Ah, alors vous savez où elle est. Excellent. Amenez-moi là-bas. Je la récupère. Asseyez-vous, dit Alexandre sur un ton qui n'admettait pas de discussion. Il y avait quelque chose dans la posture d'Alexandre, dans sa façon de s'habiller et de parler, qui fit obéir Bernard instinctivement. Écoutez bien ce que je vais vous dire, continua Alexandre. Sophie ne vous épousera pas. Elle ne veut pas. Et en France, le mariage forcé est un délit. Si vous continuez à la harceler, j'appellerai la police. La police? Bernard eut un rire amer. Je dirai que je cherche ma fiancée, que sa famille me doit de l'argent. Je dirai que vous menacez une femme et 2 enfants. Ça mène à la prison. Et qui êtes-vous pour vous en mêler? Alexandre sortit une carte de visite de sa poche et la posa sur la table. C'était sa carte d'affaires avec le nom de l'entreprise et tous ses titres. Bernard lut la carte et son expression changea complètement. Vous êtes le propriétaire de Dubois Immobilier? Entre autres choses, oui. Le nom d'Alexandre était connu dans toute la région. Bernard déglutit. Écoutez, monsieur Alexandre, je ne savais pas que vous étiez impliqué. Eh bien, maintenant vous le savez. Sophie est sous ma protection.
Si vous ou n'importe qui de votre famille l'approche de nouveau, vous aurez affaire à moi, compris? Bernard hocha la tête rapidement. Mais, et l'argent que sa famille me doit? Combien? 15 000 euros. Alexandre sortit son carnet de chèques de sa poche et rédigea un chèque instantanément. Tenez, maintenant, vous n'avez plus rien à voir avec Sophie, mais signez ici. Alexandre posa un papier sur la table. C'était un document que son avocat avait préparé, déclarant que Bernard renonçait à tout droit sur Sophie. Signez et partez. Ne revenez jamais. Bernard signa sans discuter. Quand Alexandre revint à la maison et raconta à Sophie ce qui s'était passé, elle pleura, non de tristesse, mais de soulagement. « Comment puis-je vous remercier pour cela ?» demanda-t-elle en larmes. « Vous n'avez pas à me remercier. Restez seulement le temps que vous voulez. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. » Les jours qui suivirent furent différents. Sans la menace de Bernard, Sophie se détendit d'une manière qu'Alexandre n'avait jamais vue. Elle souriait davantage, jouait avec les enfants, chantait en cuisinant. La maison se transforma en un véritable foyer. Alexandre se surprit à la visiter tous les jours. Le matin, avant d'aller à son bureau à Lyon, il passait prendre le petit déjeuner avec la famille. L'après-midi, en rentrant, il s'arrêtait de nouveau pour le dîner. Sans s'en rendre compte, sa routine avait complètement changé. « Vous n'avez pas votre propre famille ?» demanda Sophie un de ces après-midi, tandis qu'il regardait les enfants jouer dans la cour. « Non, je ne me suis jamais marié, je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Pourquoi pas ?» Alexandre réfléchit à la réponse. « Je crois que j'ai toujours pensé que l'amour était un luxe, que je devais d'abord construire ma vie financière et qu'après je penserais aux relations. Et maintenant, je me rends compte que j'ai peu être mal pensé toute ma vie. » Sophie sourit. « La vie a ça, n'est-ce pas? On planifie une chose, et elle s'obstine à en être une autre. » C'est vrai. Ils restèrent en silence, regardant Gaspard essayer d'apprendre à Léa à jouer au football avec une balle faite de vieilles chaussettes. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Alexandre. « Bien sûr. N'avez-vous pas peur d'avoir une relation avec quelqu'un après tout ce que vous avez traversé ?» Sophie considéra la question. « J'ai peur de faire confiance à la mauvaise personne, mais je n'ai pas peur de l'amour lui-même. Je crois que l'amour est la seule chose qui vaille vraiment la peine dans cette vie, même quand il fait mal, surtout quand il fait mal. Parce que quand il fait mal, c'est qu'il était réel. » La sagesse simple de Sophie surprenait constamment Alexandre. Dans son monde d'entreprise, les gens parlaient de manière compliquée de choses simples. Sophie faisait le contraire. Ce fut cette nuit-là qu'Alexandre réalisa qu'il était en train de tomber amoureux. Ce ne fut pas un moment dramatique ou cinématographique. Ce fut seulement en observant Sophie coucher les enfants, chantant une berceuse de sa voix douce, qu'il comprit que sa vie avait changé pour toujours. La semaine suivante, Alexandre prit une décision qui surprit tous ceux qui le connaissaient. Il annula la vente de la maison. « Alexandre, vous êtes devenu fou ?» dit son associé Édouard lors d'une réunion. « C'est une affaire de 2 millions d'euros. Je sais ce qu'elle vaut. Alors pourquoi renoncez-vous? Parce que j'ai décidé de ne pas la vendre. Mais vous avez dit que cette maison ne vous apportait que de mauvais souvenirs. Les souvenirs ont changé. » Édouard le regarda comme s'il avait perdu la raison. « Cela a à voir avec cette famille qui vivait là-bas. » Alexandre ne répondit pas, mais son expression fut une réponse suffisante. « Alexandre, pour l'amour du ciel, ne me dites pas que vous vous impliquez émotionnellement avec une femme que vous ne connaissez même pas bien. Je la connais mieux que n'importe qui dans ma vie, en 2 semaines. C'est ridicule. Peut être, mais c'est ce que je ressens. » Cet après-midi-là, Alexandre se rendit à la maison pour annoncer sa décision à Sophie. « J'ai annulé la vente, » dit-il sans détour. Sophie, qui cousait à la machine, arrêta ce qu'elle faisait. « Quoi? La maison. Je ne vais plus la vendre. »« Mais pourquoi ?» Alexandre respira profondément. « Parce que j'ai découvert que cet endroit peut encore être un foyer, comme il l'était quand ma mère vivait ici. » Sophie le regarda en silence pendant un long moment. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? » « Cela signifie que vous pouvez rester si vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. » « Alexandre, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire maintenant. Réfléchissez-y, d'accord ?» Sophie hocha la tête, traitant encore la nouvelle. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, elle et Alexandre eurent une longue conversation sur la véranda de la maison. Ils parlèrent de rêves, de peur, de la façon dont parfois la vie nous mène sur des chemins que nous n'avions jamais imaginés. « J'ai peur, » admit Sophie. « De quoi? De rêver. Qu'un jour je me réveille et découvre que tout cela n'était que désespoir de ma part. »
Ce n'est pas du désespoir, dit Alexandre. Je le sens aussi, cette connexion. C'est sérieux, n'est-ce pas seulement de la pitié pour nous? Sophie, regardez-moi dans les yeux. Il se tourna vers elle. Ce n'est pas de la pitié, c'est... Je ne sais pas comment nommer ce que c'est. Je sais seulement que je n'ai jamais rien ressenti de tel. Ils s'embrassèrent pour la première fois là, sur la véranda de la maison où Alexandre avait grandi, sous les étoiles que sa mère lui montrait quand il était enfant. Les mois qui suivirent furent une pure découverte. Alexandre apprit ce que c'était d'avoir une vraie famille, non seulement les obligations ou les responsabilités, mais la joie véritable de rentrer à la maison et d'être accueilli par des gens qui se souciaient de lui. Gaspard commença à l'appeler papa, naturellement, sans que personne ne le suggère. Léa, plus réservée, prit plus de temps, mais elle s'ouvrit également à lui. Sophie s'épanouit comme une fleur qui avait enfin trouvé la terre propice pour grandir. Alexandre remodela complètement la maison, mais en veillant à conserver son essence. Il modernisa la cuisine, répara le toit, peignit les murs, mais préserva les détails qui donnaient de la personnalité à l'endroit. Il créa une chambre pour chaque enfant et transforma l'ancien entrepôt en atelier de couture pour Sophie. « Tu n'as plus besoin de coudre pour ce magasin », lui dit-il un matin. « Tu peux travailler à ton compte, faire les choses que tu aimes. »« J'aime travailler, Alexandre. Je ne veux pas être entretenu. Je ne parle pas de t'entretenir, je parle de te donner la liberté de faire le travail que tu aimes. Para salan miska, para salan yasa, anteska. » Et ainsi, Sophie commença sa propre affaire, cousant des vêtements sur mesure pour les femmes de la région. En peu de temps, elle avait plus de commandes qu'elle ne pouvait en gérer. Ce fut un de ces jours chargés qu'ils reçurent une visite inattendue. Alexandre jouait avec Gaspard dans la cour quand il entendit Sophie crier de l'intérieur. Il courut à la maison et la trouva debout à la porte, regardant un homme d'une quarantaine d'années qui se tenait sur le seuil. « Qui est-ce » demanda Alexandre à voix basse. « Mon frère Étienne. » L'homme s'approcha, clairement mal à l'aise. « Sophie, je peux entrer ? J'ai besoin de te parler. »« À propos de quoi ?» La voix de Sophie était tendue. « À propos de la famille. À propos de ce qui s'est passé. » Alexandre se plaça à côté de Sophie dans un geste protecteur discret. « Ceci est ma maison, » dit Sophie. « Si tu veux parler, ce sera ici, devant lui. » Étienne regarda Alexandre, essayant clairement de comprendre qui il était. « C'est bon, » dit finalement Étienne. « Je suis venu te demander pardon. Pardon pour ce que nous avons fait, pour le mariage forcé, pour t'avoir chassé de la maison. Nous étions désespérés par les dettes, mais cela ne justifie pas ce que nous avons fait. » Sophie resta silencieuse, traitant les paroles de son frère. « Et tu viens ici maintenant parce que j'ai su que tu allais bien, que tu avais trouvé quelqu'un qui t'aime, que les enfants étaient pris en charge. Et j'ai réalisé que nous avions perdu la meilleure personne de notre famille par cupidité. »« Tu as raison, » dit Sophie sans rancune. « Oui, vous avez perdu. Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon, mais je voulais que tu saches que je le regrette tous les jours. Et les dettes ont été payées. L'homme qui devait t'épouser, quelqu'un l'a payé et il a renoncé. Maintenant, nous recommençons à zéro, essayant de faire les choses correctement. » Sophie regarda Alexandre, qui fit un geste discret indiquant que la décision lui appartenait. « Merci d'être venu ici et d'avoir dit ça, » dit-elle finalement. « Ça signifie quelque chose. Mais je ne peux pas simplement oublier ce qui s'est passé. Je comprends. Peut-être qu'un jour nous pourrons reparler, mais pas aujourd'hui. » Étienne hocha la tête, salua les enfants qui observaient tout depuis la fenêtre, et s'en alla. « Tu vas bien ?» demanda Alexandre après le départ de son frère. « Je vais bien. C'est étrange, mais je vais bien. Je crois que je leur avais pardonné il y a longtemps. Seulement je ne le savais pas. Et comment te sens-tu maintenant ? » Libre. Complètement libre. Ce fut cette nuit-là qu'Alexandre demanda Sophie en mariage. Ce ne fut pas quelque chose de planifié. Les mots sortirent simplement de sa bouche alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble après le dîner. « Épouse-moi, » dit-il soudainement. Sophie faillit laisser tomber l'assiette qu'elle essuyait. « Quoi ? Épouse-moi. Toi, moi, les enfants, nous allons être une vraie famille. » « Alexandre, je sais que c'est tôt. Je sais que tu peux penser que c'est précipité, mais je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. » Sophie posa le torchon sur la table et se tourna vers lui. « Tu es sûr ? Tu ne vas pas le regretter quand la passion sera passée ? Sophie, ce que je ressens pour toi, ce n'est pas seulement de la passion, c'est comme si j'avais trouvé mon autre moitié, comme si être au monde avait enfin un sens. Et les enfants sont déjà mes enfants dans mon cœur. Je veux les adopter officiellement, leur donner mon nom de famille, prendre soin d'eux pour toujours. » Sophie commença à pleurer, mais c'était des larmes de bonheur. « Oui, » murmura-t-elle. «
Oui, je veux t'épouser. Le mariage fut simple, mais parfait. Ils célébrèrent la cérémonie dans la cour de la maison, décorée de fleurs que Sophie cultivait dans son potager. Gaspard fut le page, portant les alliances sur un coussin que Léa avait brodé. Peu d'invités, mais chacun spécial. Madame Thérèse, la vieille voisine qui avait parlé de la maison à Sophie, fut la marraine. Elle pleura pendant toute la cérémonie, disant qu'elle avait toujours su que de bonnes choses se passaient dans cette maison. Après la cérémonie civile, Alexandre adopta officiellement Gaspard et Léa. Quand le juge demanda s'ils voulaient changer leur nom pour Dubois, Léa répondit sans hésiter. « Oui, je veux, monsieur le juge. Maintenant, nous sommes une vraie famille. » La vie conjugale apporta des joies et des défis auxquels aucun des deux ne s'attendait. Sophie dut s'habituer à une vie financière plus confortable, mais elle maintint toujours ses principes de simplicité et de générosité. Alexandre apprit qu'être père n'était pas seulement apporter un soutien économique, mais être présent dans les petits moments, aider aux devoirs, soigner les genoux écorchés, raconter des histoires avant de dormir. Gaspard se révéla être un enfant extrêmement affectueux et extraverti. Il s'adapta rapidement à la nouvelle vie et traita toujours Alexandre comme s'il était son père biologique. Léa, plus introvertie, mit plus de temps à s'ouvrir complètement. Mais quand elle le fit, elle développa avec Alexandre une relation spéciale basée sur la passion partagée pour les livres. Sophie développa son affaire de couture et devint une petite entrepreneure respectée dans la région. Elle continua à maintenir des prix accessibles et réservait toujours du temps pour faire des travaux gratuits pour des familles dans le besoin, suivant l'exemple qu'elle avait appris de la mère d'Alexandre. « C'est important de rendre l'appareil, » disait-elle. « Nous avons reçu une seconde chance. D'autres personnes la méritent aussi. » Alexandre se surprit à découvrir une vocation qu'il ignorait avoir, enseigner. Il commença par donner des cours de mathématiques à Léa, puis à d'autres enfants du quartier. En peu de temps, il organisait un soutien scolaire informel dans sa propre maison. « Ma mère serait fière », dit-il à Sophie un de ces après-midi, observant 5 enfants faire leurs devoirs sur la table de la cuisine. « Elle serait très fière », confirma Sophie. « Tu honores sa mémoire. » Les années passèrent, apportant de petites joies et de grandes transformations. La maison, autrefois destinée à l'abandon, devint un centre de vie et d'amour. Les voisins passaient souvent pour demander conseil, emprunter du sucre ou simplement discuter sur la véranda. Gaspard grandit et devint un garçon responsable et studieux, toujours prêt à aider les autres. Léa développa une passion pour la lecture qui la conduisit à rêver d'être enseignante. Sophie s'établit comme l'une des couturières les plus demandées de la région, mais ne perdit jamais sa simplicité. Alexandre découvrit que la vraie richesse n'était pas sur son compte en banque, mais dans les rires qui résonnaient dans la maison, dans les dîners de famille, dans les nuits où il s'endormait enlacé à Sophie, écoutant les pas des enfants dans le couloir. Ce fut un dimanche après-midi, 5 ans après le mariage, qu'Alexandre rangeait des papiers dans le bureau et trouva une lettre que Sophie lui avait écrite pour leur premier anniversaire de mariage, mais qu'elle n'avait jamais donnée. « Alexandre, parfois, je me réveille en pleine nuit, et je reste à te regarder dormir, essayant de comprendre comment la vie m'a mené jusqu'ici. Comment une femme qui fuyait sa propre famille, désespérée et sans espoir, a trouvé le véritable amour dans une maison qui semblait abandonnée. Tu as transformé notre vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, non seulement parce que tu nous as donné la sécurité économique, mais parce que tu nous as donné quelque chose de bien plus précieux, le sentiment d'appartenir à quelque part, d'être aimé inconditionnellement. Gaspard m'a demandé l'autre jour si je me souvenais de comment c'était avant que tu n'apparaisses. Je lui ai dit que oui, je me souvenais, mais que cela semblait être une autre vie. Il semble que nous étions d'autres personnes. Merci d'avoir vu au-delà de notre situation. Merci d'avoir choisi de rester alors que tu aurais pu partir. Merci d'avoir transformé une maison en ruine en un foyer rempli d'amour. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Sophie. Alexandre lut la lettre 3 fois, ému. Quand Sophie rentra du travail cet après-midi-là, il l'attendait sur la véranda, la lettre à la main. « Tu l'as trouvée ?» dit-elle en souriant. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais donnée ?»« Parce que je pensais que c'était trop sentimental. Tu savais déjà ce que je ressentais. Je ne le savais pas comme ça, avec ces mots. C'est magnifique. Est-ce que chaque mot est toujours vrai ?» Ils restèrent enlacés sur la véranda, regardant le soleil se coucher sur la propriété qui était devenue bien plus qu'une maison. Elle était devenue le symbole que les secondes chances existent réellement. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. 8 ans après le mariage,
Alors que Gaspard avait 11 ans et Léa 14 ans, la famille Dubois reçut une proposition inattendue. Un producteur de télévision local avait entendu parler de leur histoire et voulait faire un documentaire sur les secondes chances et les familles non conventionnelles. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée », dit Sophie pendant le dîner, après qu'Alexandre eut raconté la proposition. « Notre vie n'est pas un spectacle. Mais cela peut inspirer d'autres personnes, » argumenta Léa, toujours la plus réfléchie. « Montrer que toutes les histoires ne doivent pas mal finir. Qu'en pensez-vous » demanda Alexandre à Gaspard. « Je pense que nous pouvons aider d'autres familles qui ont traversé ce que nous avons traversé, » dit le garçon, surprenant tout le monde par sa maturité. Après une longue discussion, ils décidèrent d'accepter à la condition d'avoir un contrôle total sur le contenu final. Le documentaire « Un foyer, une famille » fut diffusé 6 mois plus tard et eut un impact bien plus grand que ce qu'aucun d'eux n'avait prévu. Des centaines de personnes écrivirent des lettres racontant leurs propres histoires de difficultés et de dépassement. Une lettre en particulier attira l'attention de Sophie. Elle venait d'une jeune femme de 18 ans, enceinte, qui avait été chassée de chez elle par sa famille pour avoir refusé d'épouser un homme plus âgé. « Pourrions-nous l'aider » suggéra Sophie. « Comment ?»« Elle pourrait rester ici un moment jusqu'à ce qu'elle s'organise. » Alexandre regarda Sophie avec admiration. Même après tant d'années de sécurité et de stabilité, elle pensait encore d'abord à aider les autres. « Tu es sûr ? C'est une grande responsabilité. »« Je suis sûr. N'est-ce pas ainsi que notre famille a commencé, d'ailleurs, avec quelqu'un offrant un refuge à ceux qui en avaient besoin ? Et ainsi, Clara, 18 ans et enceinte de 6 mois, emménagea dans la chambre d'amis qu'ils avaient préparée spécifiquement pour des situations comme celle-ci. La maison se remplit une fois de plus d'une nouvelle énergie, de nouveaux défis, de nouvelles joies. Clara donna naissance à une fille, Luce, et resta dans la maison pendant 2 ans pendant qu'elle terminait ses études et s'établissait professionnellement. Quand elle déménagea finalement dans sa propre maison, elle laissa derrière elle une famille élargie qui la soutiendrait pour toujours. « Notre maison a une vocation », dit Alexandre à Sophie un soir après le départ de Clara. « Elle attire les gens qui ont besoin d'un nouveau départ », répondit Sophie, tout comme le faisait ta mère. La tradition continua, et de fait, elle continua. Dans les années qui suivirent, la maison des Dubois hébergea temporairement une dame âgée qui avait perdu sa maison dans un incendie, un jeune homme sortant du système d'adoption, une mère célibataire fuyant une relation abusive. Chaque personne qui passait par là laissait son empreinte et emportait avec elle la certitude qu'il existait de bonnes personnes dans le monde. Gaspard obtint son baccalauréat avec les meilleures notes de sa classe et remporta une bourse pour étudier l'ingénierie. Dans son discours de remise des diplômes, il parla de la famille choisie et de la façon dont l'amour peut tout transformer. Léa obtint son diplôme d'enseignante et revint enseigner à l'école publique du village où elle avait étudié. Elle se spécialisa dans les enfants ayant des difficultés d'apprentissage, se souvenant toujours de la façon dont Alexandre lui avait patiemment enseigné les mathématiques dans la cuisine de la maison. Sophie devint une entrepreneure à succès, mais ne perdit jamais de vue ses principes. Elle créa un programme de microcrédit pour les femmes qui voulaient lancer leur propre entreprise, offrant toujours plus que de l'argent. Du mentorat, un soutien émotionnel et la certitude qu'elle n'était pas seule. Alexandre, inspiré par le travail de sa femme, créa une fondation qui offrait un logement temporaire aux familles en situation de vulnérabilité. Il acheta plusieurs propriétés dans la région et les transforma en foyers de transition, suivant toujours le modèle qu'ils avaient développé à la maison. Non seulement un refuge, mais un soutien complet pour que les gens puissent reconstruire leur vie. Pour leur 10e anniversaire de mariage, ils renouvelèrent leurs vœux sur la même véranda où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Cette fois, il y avait plus d'invités, les nombreuses personnes dont ils avaient touché la vie au fil des ans. Madame Thérèse, maintenant âgée de plus de 80 ans, fut à nouveau la marraine. Dans son discours, elle dit « J'ai toujours su que cette maison était spéciale. La mère d'Alexandre faisait des miracles ici, et maintenant, lui et Sophie continuent d'en faire. Ce ne sont pas des miracles surnaturels, ce sont des miracles du cœur humain. Now then, in praises often broad, in proses often broad. » Gaspard, maintenant âgé de 16 ans et presque de la taille d'Alexandre, donna un discours qui émut tout le monde. « Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi certains enfants avaient des parents de sang et d'autres, comme Léa et moi, avions des parents de cœur. Maintenant, je comprends que peu importe comment la famille se forme, ce qui compte, c'est l'amour qu'il y a à l'intérieur. Alexandre ne m'a peu, être pas engendré, mais il m'a élevé. Sophie ne m'a peu, être pas donné naissance, mais elle m'a donné la vie. Cette famille m'a appris que l'amour n'est pas une question d'ADN.
C'est une question de choix, et je vous choisis tous les jours. » Ce soir-là, après le départ de tous les invités, Alexandre et Sophie restèrent seuls sur la véranda, comme ils le faisaient toutes les nuits depuis 10 ans. « Un regret ?» demanda Sophie en plaisantant. « Un seul, » répondit Alexandre. « Lequel ? J'aurais dû revenir à cette maison bien plus tôt. Peu, être que tu n'étais pas prêt avant. Peu, être avais-tu besoin de vivre tout ce que tu as vécu pour être préparé à nous rencontrer. C'est possible. Parfois, je pense que ma mère savait qu'un jour je reviendrais, que je trouverais ma famille ici. Elle le savait, dit Sophie avec conviction. Les mères savent toujours ces choses. Ils restèrent en silence, écoutant les sons de la nuit à la campagne. De l'intérieur de la maison venaient les bruits familiers. Gaspard, absorbé par une invention dans sa chambre. Léa lisant tard, le tic-tac doux de l'horloge de la cuisine, marquant les moments précieux d'une vie vécue avec un sens et de l'amour. Sophie ? Oui ? Merci. Pourquoi ? De m'avoir appris qu'un foyer n'est pas un lieu. Ce sont les personnes que nous aimons. De m'avoir donné une famille. De transformer cette maison en un lieu où des miracles se produisent. Les miracles ont toujours été là, dit Sophie. Tu avais juste besoin de rentrer à la maison pour les trouver. Et ainsi, sur la véranda de la maison où tout avait commencé, entourés par l'amour de leur famille choisie, Alexandre et Sophie continuèrent d'écrire leur histoire, une histoire qui démontrait que parfois les meilleurs commencements naissent des fins les plus inattendues, et qu'une maison vide peut devenir le foyer le plus rempli d'amour du monde. La propriété qu'Alexandre avait failli vendre devint le centre d'une nouvelle tradition familiale. Chaque année, le jour où ils s'étaient rencontrés, ils organisaient une fête pour célébrer non seulement leur amour, mais l'idée que les secondes chances existent réellement pour ceux qui ont le courage d'embrasser l'inattendu. Les enfants grandirent en sachant qu'ils étaient aimés inconditionnellement, non pas malgré leur histoire, mais à cause d'elle. Ils apprirent que la famille n'est pas une question de perfection, mais de présence. Ce n'est pas une question de tout avoir, mais de tout donner. Et Alexandre, qui avait un jour pensé que la richesse se mesurait en argent, découvrit que l'homme le plus riche du monde était celui qui avait une famille qu'il aimait, une maison pleine de rire, et la certitude que, quoi qu'il arrive, il ne serait plus jamais seul. L'histoire d'amour entre Alexandre et Sophie devint une légende dans la ville. Mais pour eux, ce fut toujours simplement la vie qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Un jour à la fois, avec beaucoup d'amour, de patience et la foi inébranlable que les meilleurs miracles sont ceux que nous créons de nos propres mains et de nos propres cœurs. Les années passèrent et la tradition d'aider les familles en difficulté se renforça. La maison des Dubois devint connue dans la région comme un havre de paix, un endroit où les personnes désespérées pouvaient trouver non seulement un refuge, mais de l'espoir. Sophie développa un programme spécial pour les femmes qui avaient traversé des situations similaires à la sienne. Elle offrait non seulement un logement temporaire, mais des cours de formation professionnelle, un soutien psychologique et surtout la preuve vivante qu'il était possible de reconstruire complètement sa vie. Chaque femme qui passe par ici emporte un morceau de notre histoire, disait Sophie lors des réunions hebdomadaires qu'elle organisait, et laisse un morceau de la sienne. Ainsi, nous créons un réseau de femmes fortes qui se soutiennent mutuellement. Alexandre, de son côté, développa son travail avec les jeunes. Il créa un programme de mentorat entrepreneurial pour les garçons qui sortaient du système d'aide sociale ou qui venaient de familles déstructurées. Il enseignait que le succès ne se mesurait pas seulement en argent, mais dans l'impact positif sur la vie d'autrui. Gaspard obtint son diplôme d'ingénieur et revint travailler dans l'entreprise de son père, mais avec une mission spécifique, développer des projets de logements sociaux qui suivaient le modèle de logement transitoire que la famille avait créé. Sa première œuvre fut un ensemble résidentiel qui comprenait des espaces communautaires, des potagers collectifs et des centres de formation professionnelle. « Je veux que chaque famille qui vive ici ait la même opportunité que nous avons eue », disait-il lors de la présentation de ses projets. Un lieu qui ne soit pas seulement un refuge, mais un point de départ pour une vie meilleure. Léa devint une éducatrice reconnue, se spécialisant en pédagogie inclusive. Elle développa des méthodes d'enseignement spéciales pour les enfants ayant subi des traumatismes familiaux, se souvenant toujours de sa propre expérience où elle avait trouvé dans les livres une forme d'évasion et de croissance. Pour le 15e anniversaire de mariage d'Alexandre et Sophie, la célébration fut différente. Au lieu d'une fête intime, ils organisèrent une grande réunion avec toutes les familles qu'ils avaient aidées au fil des ans. Clara, la première jeune femme qu'ils avaient accueillie, était maintenant infirmière et amena sa fille Luce, une jeune fille intelligente de 13 ans. Madame Carmen, la dame âgée qui avait perdu sa maison dans l'incendie, était devenue la grand-mère adoptive de plusieurs enfants du quartier. Julien,
Le jeune homme sorti du système d'adoption dirigeait maintenant une ONG pour les adolescents à risque. « Regardez ce que nous avons accompli ensemble », dit Sophie, émue, observant la cour pleine de personnes dont les vies s'étaient entrelacées à travers cette maison. « Ma mère serait si fière », murmura Alexandre, se souvenant de la femme simple qui avait planté les premières graines de générosité dans cet endroit. Pendant la célébration, une surprise émut tout le monde. Étienne, le frère de Sophie, qui était apparu des années auparavant pour s'excuser, arriva avec sa famille. Au cours des dernières années, ils avaient lentement reconstruit leur relation, et il était devenu un défenseur de la cause des femmes en situation de violence domestique dans sa propre ville. Sophie m'a appris que pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir de ne pas laisser le passé déterminer l'avenir, dit-il, lors de son bref discours. Elle m'a aussi sauvé à sa manière. Sophie serra son frère dans ses bras, émue. Il avait fallu des années pour retrouver une relation saine, mais la persévérance et l'amour inconditionnel qu'elle avait appris d'Alexandre avaient rendu cela possible, même cela. Quand la nuit tomba et que les invités partirent, la famille se réunit sur la véranda comme elle le faisait toujours. Gaspard et Léa, maintenant adultes mais vivant toujours à la maison, en attendant de s'établir professionnellement, rejoignirent leurs parents pour le rituel nocturne de la discussion sur la journée. « Puis-je poser une question que j'ai toujours voulu poser ?» dit Léa. « Bien sûr », répondit Alexandre. « Ne saviez-vous vraiment pas que vous étiez en train de tomber amoureux de maman dès le premier jour parce que pour nous, c'était évident ?» Alexandre et Sophie se regardèrent et rirent. « C'était si évident que ça ?» demanda Alexandre. « Papa, tu venais ici tous les jours avec des excuses boiteuses, dit Gaspard. Je suis venu vérifier la maison. Je suis venu voir si vous alliez bien. J'ai apporté quelques trucs. Personne ne croyait ces histoires. Et maman devenait toute nerveuse quand elle savait que tu venais, continua Léa. Elle changeait de vêtements 3 fois, elle se coiffait, elle répétait des conversations. Je ne faisais pas ça, protesta Sophie en rougissant. Si, tu le faisais, dirent les 2 enfants à l'unisson en riant. D'accord, être que je le faisais un tout petit peu, admit Sophie. Mais ce fut le coup de foudre, du moins de mon côté. Du mien aussi, dit Alexandre. J'ai juste mis du temps à accepter ce que je ressentais. Et nous ? demanda Gaspard. Quand avez-vous décidé que vous vouliez être nos parents pour toujours ? Alexandre réfléchit à la question. Dès le premier jour, dit-il finalement. Depuis que je vous ai vu jouer dans la cour avec ces jouets improvisés, vous aviez déjà volé mon cœur. Je ne le savais juste pas encore. Pour moi, ce fut quand Gaspard t'a appelé tonton pour la première fois, dit Sophie. J'ai vu ton visage à ce moment-là et j'ai su que tu étais tombé amoureux de nous 3 en même temps. C'est vrai, admit Alexandre. Ce jour-là, j'ai réalisé que je ne voulais plus d'une vie sans vous. Ils se turent un instant, chacun perdu dans ses propres souvenirs de cette époque de découverte et de changement. Avez-vous des regrets ? demanda Léa. D'avoir fui ma famille de sang ? répondit Sophie. Jamais. Ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Et toi, papa, tu regrettes d'avoir annulé la vente de la maison ? Léa. Annuler cette vente a été la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise dans ma vie. Cette maison, cette famille, vous êtes mon plus grand patrimoine. Et si rien de tout ça n'était arrivé, continua Gaspard, toujours le philosophe de la famille. Si vous ne vous étiez jamais rencontrés, Sophie et Alexandre se regardèrent. Je serais probablement un homme riche et solitaire, dit Alexandre. J'aurais tout ce que l'argent peut acheter, mais rien de ce qui compte vraiment. Et je serais une femme courageuse élevant 2 enfants seuls, dit Sophie. Nous aurions réussi à survivre, mais nous n'aurions jamais connu ce bonheur complet. Alors, c'était le destin ? demanda Léa. Je ne sais pas si c'était le destin, répondit Sophie. Je crois que c'était une série de bonnes décisions. J'ai choisi le courage en fuyant. Alexandre a choisi la compassion en nous laissant rester. Nous avons tous 2 choisi l'amour quand nous aurions pu choisir la peur. Et vous avez choisi la confiance quand vous auriez pu choisir la méfiance, ajouta Alexandre, regardant Gaspard et Léa. Vous avez accepté un étranger dans vos vies. Tu n'as jamais été un étranger pour nous, dit Gaspard. Dès le premier jour, nous avons senti que tu étais à ta place ici. Cette conversation sur la véranda devint l'un des souvenirs les plus précieux de la famille. Des années plus tard, lorsque Gaspard et Léa eurent leurs propres enfants, ils raconteraient cette histoire aux petits, expliquant comment parfois les meilleures familles sont celles que nous choisissons, pas celles dans lesquelles nous naissons. La maison continua d'être un refuge pour les personnes dans le besoin. À mesure qu'Alexandre et Sophie vieillissaient, Gaspard et Léa assumèrent progressivement la responsabilité de poursuivre la tradition. Ils créèrent une fondation officielle avec une structure professionnelle.
mais conservèrent toujours l'essence personnelle et aimante qui caractérisait le travail de leurs parents. Sophie, à 50 ans, devint une référence régionale dans le travail avec les femmes en situation de vulnérabilité. Alexandre, à 65 ans, dirigeait toujours son entreprise, mais consacrait la majeure partie de son temps au travail social et au mentorat de jeunes entrepreneurs. Pour leur 20e anniversaire de mariage, ils firent un voyage spécial. Ils retournèrent dans la ville où Sophie était née, non pour se réconcilier avec le passé, mais pour aider d'autres femmes qui vivaient des situations similaires à celles qu'elle avait affrontées. « C'est étrange d'être ici », dit Sophie en marchant dans les rues de son enfance. « On dirait que c'était dans une autre vie. »« C'était dans une autre vie », répondit Alexandre. « Tu es une personne complètement différente de la femme qui a fui d'ici il y a 20 ans. Nous sommes tous des personnes différentes. » Ils visitèrent la maison où Sophie avait grandi et rencontrèrent la famille qui y vivait maintenant. C'était une jeune mère célibataire avec 3 enfants, luttant pour survivre avec des travaux informels. « Puis-je vous aider ?» proposa Sophie en se présentant. La conversation qui s'ensuivit changea la vie de cette famille. En quelques semaines, la jeune mère participait au programme de formation de Sophie et ses enfants avaient remporté des bourses d'études dans l'école que Léa dirigeait. « Te rends-tu compte que tu es en train de faire la même chose que ce que tu as fait avec nous il y a 20 ans ?» commenta Alexandre pendant le voyage de retour. « Quoi donc ? Offrir plus qu'une aide matérielle, offrir de l'espoir. »« J'ai appris de toi, » sourit Sophie. « Tu m'as appris qu'aider les gens n'est pas donner de l'argent, c'est croire en eux. En fait, c'est toi qui m'as appris ça, dès le premier jour. » Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, ils eurent une surprise. Gaspard avait organisé une fête surprise avec toutes les familles qu'ils avaient aidées au fil des ans. La cour était décorée de photos, documentant 2 décennies d'amour et de solidarité. « Nous voulions vous montrer l'impact que vous avez eu sur la vie de tant de gens, » expliqua Gaspard. « Je ne sais pas si vous réalisez combien de vies vous avez touchées. C'était impressionnant. Il y avait plus de 100 personnes à la fête. Chacune avec une histoire de dépassement liée d'une manière ou d'une autre à cette maison et à cette famille. Des enfants qui avaient grandi, des jeunes qui avaient obtenu leur diplôme, des femmes qui avaient reconstruit leur vie, des familles qui avaient trouvé la stabilité. C'est le véritable patrimoine que vous avez construit, dit Léa lors de son discours. Ce ne sont pas des maisons ou des entreprises, ce sont des vies transformées, des rêves réalisés, des futurs qui existent, parce que vous avez cru aux gens quand ils en avaient le plus besoin. Sophie ne put retenir ses larmes. « Nous n'avons fait que ce que n'importe qui ferait, dit-elle. »« Non, maman, » répliqua doucement Léa. « Vous avez fait ce que n'importe qui devrait faire, mais que peu font. Vous avez ouvert votre cœur et votre maison à des étrangers. Vous avez risqué votre propre bonheur pour donner une chance au bonheur des autres. » Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Alexandre et Sophie restèrent seuls sur la véranda pour la première fois depuis des mois. La fête avait été magnifique, mais ils appréciaient toujours les moments de silence partagés. « Si je t'avais rencontré à 20 ans, crois-tu que ça aurait marché entre nous ?» demanda Sophie soudainement. « Non, » répondit Alexandre honnêtement. « À 20 ans, j'étais trop ambitieux, trop concentré sur gagner de l'argent. Je n'aurais pas su reconnaître ta valeur. Et j'étais trop naïve, trop dépendante des opinions de ma famille. Je n'aurais pas eu le courage de me battre pour ce que je voulais. Alors nous nous sommes rencontrés au bon moment. Exactement au bon moment, quand tu étais prêt à être l'homme dont j'avais besoin et que j'étais prête à être la femme que tu méritais. And friend, lend it to her. Friend, and friend, and friend. Penses-tu que nous serions toujours heureux si nous n'avions pas eu toute cette mission d'aider les autres ?» Sophie réfléchit à la question. « Je crois que oui, mais ce serait un bonheur moindre, plus égoïste. Ce qui a donné un sens à notre vie, c'est de découvrir que le véritable amour est celui qui déborde, qui ne peut pas rester contenu seulement à l'intérieur de la maison. Ma mère disait toujours une phrase que je ne comprends que maintenant complètement, dit Alexandre. Le bonheur partagé est un bonheur multiplié. Ta mère était une sage. Elle l'était. Et elle a bien choisi l'endroit pour planter les graines de la générosité. Cette maison a toujours été spéciale. Non, Alexandre, la maison est devenue spéciale grâce aux personnes qui y ont vécu. D'abord ta mère, puis nous. La magie n'est pas dans les murs. Elle est dans l'amour qui y est cultivé. Ils restèrent enlacés, observant les étoiles qui brillaient sur la propriété qui était devenue bien plus qu'une maison. Elle était devenue un symbole que les miracles se produisent lorsque les gens choisissent d'aimer au lieu de craindre, de donner au lieu d'accumuler, d'inclure au lieu d'exclure. Sophie, oui, si tu pouvais revenir en arrière et changer quelque chose à notre histoire, que changerais-tu? Sophie n'hésita pas. Rien, absolument rien. Chaque difficulté, chaque larme,
Chaque moment d'incertitude nous a menés jusqu'ici. En changeant quoi que ce soit, nous courions le risque de ne pas avoir exactement cette vie, exactement cette famille, exactement ce bonheur. Même la mauvaise partie, le mariage forcé, la fuite, les peurs, surtout la mauvaise partie. C'est elle qui m'a appris à valoriser la bonne partie. C'est elle qui m'a rendu assez forte pour construire cette vie avec toi. Alexandre embrassa doucement le front de Sophie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et j'aime la vie que nous avons construite ensemble. Hugging. Mine. Mine. Mine-ta. Mine. Mine-ta. Mine-ta. Et ainsi, sur la véranda de la maison où tout avait commencé, deux cœurs qui s'étaient trouvés quand ils en avaient le plus besoin continuèrent d'écrire leur histoire d'amour, une histoire qui démontrait que peu importe la difficulté du début, il est toujours possible de créer une fin heureuse lorsque l'on a de l'amour, du courage et la foi dans le pouvoir transformateur de la générosité humaine. La nuit s'avança, mais ils restèrent là, enlacés, écoutant les sons familiers de leur maison pleine de vie et d'histoire. À l'intérieur, ils pouvaient entendre Gaspard travaillant sur ses projets, Léa préparant ses cours pour le lendemain et le tic-tac doux de l'horloge de la cuisine, marquant les moments précieux d'une vie vécue avec un but et de l'amour. À ce moment-là, Alexandre sut avec une certitude absolue qu'il était l'homme le plus riche du monde, non pas à cause de son compte en banque, mais à cause du véritable patrimoine qu'il avait construit. Une famille unie, un foyer rempli d'amour et la certitude que sa vie avait fait une différence dans le monde. Et Sophie, regardant l'homme qui avait transformé sa fuite désespérée en un voyage d'amour et de but, sut qu'elle avait pris toutes les bonnes décisions. Chaque choix courageux, chaque moment de confiance, chaque acte de foi l'avait menée exactement là où elle devait être. Dans les bras de l'amour de sa vie, entourée de la famille qu'elle avait choisi de construire dans une maison, où les miracles se produisaient tous les jours, par le simple acte d'aimer inconditionnellement. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous nous regardez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez-le dans les commentaires, avec des mots sincères. Pensez-vous qu'Alexandre et Sophie ont pris les bonnes décisions? Nous serons heureux de lire votre opinion. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » et le plus important, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.